t'es là pour jouer ou t'es là pour gagner? Je fais, bah évidemment, je suis là pour gagner, mais c'est quoi la réussite en fait? Je vais être fière de moi et pas avoir un instinct regret. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Lisa Gachet. Lisa est directrice artistique de la marque Wear Lemonade qu'elle a fondée. Elle est également la créatrice du site de Do It Yourself Make My Lemonade qui a connu un succès considérable. Elle nous explique comment elle en est arrivée là, de l'importance de quitter sa région natale à ses expériences professionnelles parfois difficiles. Elle raconte le lancement de son blog, détaille ce qui a contribué à son succès et comment un auditeur pourrait s'en inspirer. Enfin, on parle d'exigence, de comment rester enthousiaste et du sens du mot réussite. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast comme Podcast Addict ou Castbox, Overcast. Enfin, c'est vous qui choisissez. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Lisa Gachet, bienvenue sur Nouvelle École. Merci. Je suis très contente de te recevoir. Tu es, en fait, je veux dire que tu es directrice artistique. Ouais, Est-ce que c'est comme ça que tu te définis ? C'est comme ça que je me définis. Et tu es la fondatrice de plusieurs choses. D'abord, un site en 2012 qui s'appelait Make My Lemonade, qui s'appelle toujours Make My Lemonade, ouais. D'ailleurs, et qui est un site DIY, Do It Yourself, où en fait, le Do It Yourself, c'est apprendre à faire des pièces avec des objets du quotidien, en quelque sorte. En fait, le Do It Yourself, c'est plutôt une recette qui te montre comment toi aussi tu peux réaliser des choses toi-même. Et ce que j'avais envie de faire avec Make My Lemonade, c'était de montrer qu'on pouvait réaliser des choses de ses mains sans être une femme au foyer et être fan de scrapbooking, même si je respecte les gens qui font du scrapbooking. Il y avait une image un peu désuète et je voulais montrer qu'on pouvait faire vraiment des choses très cool, comme si c'était sorti d'une collection d'un créateur, mais en fait c'était... Tu veux dire qu'il y avait un côté amateur dans les choses que tu voyais C'est ça, que j'avais envie d'un peu d'upgrader le level du do-it-yourself. Ok. On va parler de comment tu as lancé tout ça, parce qu'ensuite tu as lancé en 2015 une marque carrément qui s'appelle Wear Lemonade. Bien. Voilà, qui est une extension de... Ouais, je fais mes devoirs. Non, c'est cool. qui est un peu une extension de ce site, en fait, mais où tu es un peu revenu à tes premiers amours, disons. C'est ça. On va parler un peu de tout ça, et quand même, je trouve que le parcours est assez intéressant quand même dans ce que tu as fait. Et notamment parce que t'es pas parisienne de base, en fait. T'es pas née à Paris, tu viens de Bordeaux. Ouais. Et où t'as fait un bac technique d'ailleurs, je crois. STIR appliqué, ouais. Voilà. Et en fait, ce que t'as fait, c'est que t'as décidé de partir de Bordeaux pour aller dans une école de mode à Paris. C'est ça. Et ce que je voulais te demander, parce que moi aussi je suis né ici, mais j'ai grandi en province, quoi. Et je me souviens que vraiment j'ai ramé. Je me disais, il faut vraiment absolument que je retourne à Paris, quoi, tu vois. Et je voulais te demander, rétrospectivement, est-ce que tu penses que c'était important de venir à Paris, de quitter Bordeaux pour faire ce que tu as fait à présent ? Clairement, ça a été difficile parce que j'étais rétrospectivement un bébé. J'avais à peine 18 ans quand j'ai eu mon bac en juin et en septembre, j'arrivais à Paris. Et j'avais là une motivation supplémentaire, c'était que mes parents m'avaient dit on pourrait te payer une école privée de stylisme à Bordeaux, mais tu resterais vivre avec nous. Soit tu arrives à rentrer dans une école publique à Paris et on te financerait un appartement le temps de tes études. Donc du coup, au fond de moi, j'avais très très envie de partir de la maison. Pas parce que je m'y sentais pas bien, mais je sentais que le cordon serait difficile à couper si je restais à Bordeaux près d'eux. Tu avais peur de faire partie de la génération de Tanguy Pas la génération de Tanguy, mais j'ai une relation très fusionnelle avec mes parents et je savais que si je voulais m'émanciper, humainement, il fallait que je m'en aille aussi et que je me frotte à la réalité de la vie et que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans mes choix, même si mes parents sont très cartésiens et pas très artistes. Donc du coup, quand je leur ai dit que je voulais faire un bac STIR... Ils font quoi, tes parents ? Mon père était enseignant, professeur d'éducation physique, et ma mère était greffière à l'ordre des médecins, donc très littéraire et juridique. Et du coup, et ma sœur est enseignante et mon frère est commercial, donc je dis pas la fille du facteur, mais c'était un peu genre l'ovni de la famille. Oui, parce que toi, depuis que tu étais toute petite, tu faisais des choses. Des choses, ouais. Ils m'ont toujours poussée à le faire.
Et quand j'ai décidé de faire cette voie de garage, entre guillemets, ils étaient à fond derrière moi. Ils m'ont pas du tout dit passe un bac S et tu verras ensuite. Donc j'avais de la chance qu'ils soient Parce que avec moi. tu as choisi consciemment de faire un bac STI. Ouais. C'était quoi déjà STI C'était sciences techniques industrielles. D'accord. Et en fait, quand j'étais en 3e, j'étais dans la campagne de Bordeaux, à Arsac, pour même tout te dire si ça te parle. Mais c'est vraiment un coin paumé. Je pense qu'en 3e, j'étais dans un coin encore bien plus paumé sûrement, mais bon. Et en gros, pour faire STIR appliqué, il fallait aller à Bordeaux. Et il y avait lycée privé, lycée public, et en ayant un père dans la fonction, enfin pas la fonction publique, mais il était enseignant dans un collège public. Ils n'imaginaient pas du tout que je puisse rentrer dans le privé. Donc, il y avait peu d'établissements qui faisaient ce bac-là. Et je savais déjà en 3e qu'il fallait que j'ai des super notes si je voulais rentrer dans ce lycée-là. Mais il n'y a pas eu de... Comment dire, il n'y a pas eu de... Quand tu as dit... Parce que tu avais... Comme tes parents en plus... tu dis qu'il y a un côté très littéraire, très cartésien. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction négative au fait que tu ne veuilles pas justement faire les filières classiques du genre S, L, ES ? Non, parce que je pense qu'ils me faisaient confiance et qu'ils voyaient bien que j'étais épanouie que dans mes crayons et que j'avais pas la bosse des maths. Je fais des fautes d'orthographe très souvent. Qu'ils se disaient bien que il fallait, que je sais pas là-dedans que j'allais m'épanouir et que dès que j'ai su que j'avais un but, on va dire pas professionnel, parce que quand t'es en 3e, c'est pas vraiment une profession, tu t'imagines, mais dès que j'avais quelque chose qui me passionnait, je me donnais les moyens que ça marche. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit, si elle est épanouie dans ce qu'elle fait, elle pourra soulever des montagnes. Et je crois qu'ils avaient un peu raison. Mais c'est intéressant que tu avais déjà réfléchi au fait qu'il fallait que tu quittes le cocon familial pour pouvoir couper le cordon. Il y a un côté très mature là-dedans quand même. Je pense que c'était un peu inconscient, honnêtement. Et c'est maintenant, quand j'y pense, ça fait 11 ans que je suis à Paris. C'est super que... j'adore rentrer, j'adore les voir, j'adore quand ils viennent. Mais c'est drôle quand tu rentres. Et je pense que c'est dans toutes les familles pareil, quand tu rentres chez toi et que tu vois les membres de ta famille, chacun reprend sa place un peu. Il y a un truc trop bizarre de se dire, j'ai 30 ans en fait, je vais pas mettre mes chaussons, non. Oui, j'ai mis une petite veste et je vais avoir froid, mais c'est pas grave. Ça fait 10 ans que je suis pas là. Tu n'es pas là pour me dire de mettre mon manteau. Il y a quelque chose d'un peu... et c'est normal, je pense qu'il ne doit pas forcément grandir non plus. En mode avion, je suis désolé. Vas-y, moi aussi je vais faire ça. Parce que c'est très rare que j'oublie pour le coup, mais... Hop. Ça y est. Ouais. Et et oui, je pense que c'était bien que je parte à 18 ans. Il y a un truc de... je sais plus si c'est de spiritualité ou de zen, où les gens... tu sais, sur la notion d'être éveillé, tu sais. Et il y a un mec qui dit... tous les gens qui pensent qu'ils sont éveillés, il faut juste les envoyer passer 2 semaines chez leurs parents, tu vois. Parce que c'est vrai que tout le monde est remis à sa place et tout le monde est super frustré. C'est vraiment hyper bizarre, en effet. Et donc, tu as réussi à quitter Bordeaux pour être dans une école de mode qui s'appelle l'école du Perret, qui est une école très réputée pour le coup. C'est une des 4 grandes écoles parisiennes d'art. Tu as l'école Boulle, Olivier de Serres, Estienne et du Perret. Et à ce moment-là, tu te voyais, tu savais ce que tu allais faire ensuite? Tu avais une idée claire de ce que tu voulais faire après l'école ou... Pas du tout. Déjà, il y avait un peu ce jeu des faux semblants, parce que quand j'étais au lycée, toutes les filles de ma classe voulaient être stylistes. Et moi, je voulais pas être comme tout le monde, donc je disais que je voulais être architecte d'intérieur. C'est rigolo que je te dise ça, parce que... Pourquoi tu verras plus tard. Mais... Tu me donneras la réponse plus tard. Alors. Okay. Non, mais du coup, je disais que je voulais être architecte d'intérieur, et puis après, j'ai voulu être ergonome. Je suis même pas sûre que ça existe comme métier. C'est la personne qui s'occupe de l'ergonomie des objets. Je voulais vraiment faire un truc qui soit pas comme toutes les autres personnes de ma classe. Et au fond, pourquoi? Tu sais d'où ça venait? Non, parce que je me disais, j'avais pas envie d'être... j'avais pas envie qu'on dise je suis une fille donc j'ai forcément envie d'être styliste. Il y avait un truc assez réducteur et j'avais vraiment envie de me dire non, moi je suis différente. Au fond de moi, j'avais très envie d'être styliste aussi. Et c'est quand j'étais en terminale que j'ai dit quand il a fallu faire ses vœux, j'ai envie de rentrer à Duperré pour faire du style. Et tout le monde était là, ah mais non, t'avais dit que tu voulais pas faire ça. Et je suis mais là, je suis face au mur, je peux pas... les masques sont tombés et finalement j'avais envie de faire... moi aussi des vêtements.
Et j'étais prise à Duperré. Et c'était complètement dingue. Je me revois relire la lettre d'admission et pleurer de bonheur. C'était fou. Ouais, ça fait partie des grands moments. Ouais, ça fait. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais plus de forfait. Donc, et je venais d'aménager. Enfin, mes parents avaient déménagé. Donc, le courrier avait mis une semaine à arriver avec le changement d'adresse. Et la ligne téléphonique ne fonctionnait pas. J'avais plus de forfait. Et du coup, j'avais cette nouvelle juste pour moi et je savais pas avec qui la partager. Et j'ai pris mon vélo et je suis allée retrouver des copains pour leur annoncer. À vélo. À vélo, ouais. Et alors, quasiment la même question, a posteriori, est-ce que tu trouves que ces études dans une grande école ont été importantes pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, on pourrait dire qu'avec il y a un côté avec Internet, on n'a plus besoin des études. On dit souvent, mais un peu ça dans ce podcast, que même les grandes écoles donnent un enseignement parfois pas très pratique, pas très concret. Écoute, c'est une bonne question. Quand je suis arrivée à Duperré, j'ai pas. Enfin, en fait, c'est une école où dans ma classe, je crois qu'on devait être 31 et qu'il devait y avoir 28 filles. Et c'était une ambiance très fille que je connaissais pas beaucoup. J'avais plein de copains et que du coup, j'étais un peu désarçonnée par cette petite. Enfin, c'était pas une ambiance très bienveillante, en tout cas à l'époque. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends souvent et sur lequel je m'interroge. J'entends souvent que les ambiances très filles sont pas bienveillantes. Alors moi, je suis complètement contre aujourd'hui et c'est ce que je fais dans ma boîte. Enfin, il y a une espèce de bienveillance collective, on prend soin les unes des autres. Mais à cette époque-là, je pense qu'il y avait quelque chose de très... tout le dark side de la mode. Enfin, je pense qu'on était toutes à vouloir atteindre une image fantasmée du stylisme, du monde impitoyable de la mode, alors que c'était pas du tout le cas. Mais les premiers mois, ça a été compliqué de trouver sa place. Parce que tout le monde est sur la défensive, on connaît pas Paris. Enfin, je pense que ça a été... Pour difficile. Tout le monde, en fait, tout le monde est un peu... Je pense que c'était un ressenti général, et j'en ai reparlé il y a quelques temps, les générations d'après. Mais je crois que maintenant, c'est différent. Il y a une vague de girl power qui est en route et ça fait plaisir. Mais en tout cas, à l'époque, il y a 10, 11 ans, c'était assez difficile. C'est quoi ce fantasme de la mode que tu décris? De se dire que ça se tire entre les pattes, tout le monde veut être la meilleure. Enfin, il y avait quelque chose d'assez... une compète permanente qui avait été assez difficile. Et je m'en suis détachée rapidement parce que c'est pas très bien ce que je vais dire. Mais j'allais pas souvent en cours. J'allais pas au cours de français, j'allais pas en cours de physique. J'allais qu'aux cours qui me plaisaient vraiment. Pourquoi c'est pas très bien de dire ça? Non, parce que du coup, mes pauvres profs de l'époque... tu vois, ils sont quand même là pour avoir des étudiants et moi j'allais un peu en cours à la carte et je pense que ça manque. Aujourd'hui, je trouve que c'est un manque de respect pour quelqu'un qui est là pour donner un enseignement et qu'il a une classe vide parce que il enseigne pas la matière préférée de ses étudiants. C'est pas très cool. Peut-être qu'il a pas non plus choisi d'être là. Non, mais dans un sens, peut-être aussi que c'est pas la responsabilité tellement des étudiants s'il y a des cours qui ont rien à voir avec ce qu'ils ont envie de faire. Non, quoi. bien sûr, mais après c'est important, tu vois. J'avais des cours de philo sur la sémantique du vêtement qui étaient passionnants. Rétrospectivement, je me regrette de les avoir ratés. Après, il y avait des cours que d'autres personnes n'aimaient pas et que moi j'adorais, c'est les cours d'éco-gestion parce que c'était vraiment hyper appliqué. Et aujourd'hui, j'ai des souvenirs de mes cours et c'est super. Mais après, je pense que je pense que ce qui pourrait changer dans ces écoles-là, c'est de faire des programmes un peu à la carte. Tu vas te dire, moi, je suis vraiment intéressée là-dedans. Je sens que j'ai une fibre entrepreneuriale. J'aimerais avoir plus de cours de juridique et de gestion et moins de philo parce que ouais, c'est ça. tu vois quelque chose. Comme il y avait comme un calendrier qui serait fixe, tout le monde a la même chose et d'autres un peu plus, des cours un peu qui se modulent, quoi. Ouais, tu pourrais avoir en fait un tronc commun mais très réduit, quoi. C'est ça. Parce que le problème, c'est que je sais que moi j'étais en école de commerce et il y avait un tronc commun et des modules, mais le tronc commun il était énorme en fait. Il prenait 95% de trucs d'enseignement, tu vois. Donc tu te retrouves avec des trucs qui t'intéressent pas du tout et qui te prennent toutes tes journées. Et tu vois, j'ai des cours d'anglais et franchement, ils m'ont servi à rien parce qu'aujourd'hui j'ai appris à parler anglais
Parce que j'ai regardé des séries sans sous-titres. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension complètement différente. Oui, bien Enfin, sûr. quand tu es motivé par quelque chose, tu trouves toujours les fins pour y arriver. Et tu dis que ça m'intéresse, tu dis que tu t'es sorti un peu de la compétition quand Ouais. tu étais à l'école. Et oui, parce que du coup, rapidement, l'école était gratuite, évidemment, mais tu dois fournir une collection de vêtements. C'est ton projet professionnel, c'est de présenter une collection, des collections d'ailleurs, et faut acheter du tissu, il y a pas mal de fournitures à trouver. Et moi, j'ai toujours eu un peu des goûts de luxe, hein, j'aime bien les belles choses, et j'ai voulu m'acheter des beaux tissus, et ça coûte de l'argent. Et cet argent-là, je l'avais pas forcément, donc j'ai travaillé à côté de mes études. Donc je travaillais, j'assistais une styliste, j'ai aidé à des gens à faire des fiches techniques, j'ai fait des prototypes pour d'autres. Enfin, je me suis toujours débrouillée pour faire d'autres choses à côté. J'ai même travaillé dans un bar. Enfin, voilà, je voulais que ma collection, avoir aucun regret et dire ouais, normalement ça je l'aurais dû le faire en cuir, mais bon, j'avais pas les sous pour l'acheter. Je voulais même pas que ce soit une option. Je voulais me donner les moyens de faire ce que j'avais en tête. Et si c'était travailler toute la nuit pour servir des bières, c'est pas grave, je le faisais. Donc tu travaillais même pas finalement pour vivre parce que tes parents t'aidaient vu que tu avais une école publique, tu travaillais pour te donner les moyens de tes ambitions en quelque sorte. Exactement. Ok. Et après, donc ta question était intéressante est-ce qu'on a vraiment besoin de grandes écoles? Pour mes premiers boulots, de dire que je sortais du Perret, ça a été, on va dire, une carte de visite qui m'a ouvert des portes. Parce que tu as lancé ton site. Je dis pas blog. Ah, c'est moche. Hein. Ouais. D'autant que j'ai fait des recherches et je vois tu sais que j'aime pas trop. Ouais, je sais que t'aimes pas trop. Ouais. T'aimes pas trop parce que c'est un peu le galvaudé, c'est ça? Ouais, je trouve que c'est pas tant le blog parce que c'est un merveilleux outil et ça me permet peut-être d'être là derrière ton micro. Peut-être que si j'avais pas eu ça, on n'aurait pas entendu parler de ce que je faisais et ça a été super, mais c'est tout l'imagerie de la blogueuse de quelque chose. Et ces filles, elles ont mon respect éternel parce que c'est difficile de vivre de son blog, c'est difficile de trouver des OP spéciales, c'est difficile de vivre de ça et de satisfaire son lectorat, c'est compliqué. Mais tu vois, en France, il y a quelque chose d'assez péjoratif de dire « Ah, t'es blogueuse, donc tu passes ta vie à te prendre en photo et de prendre ton assiette en photo. » Alors que, non, c'est pas... Ça, c'est une toute petite partie et il y en a plein qui le font pas. Et j'étais pas à l'aise avec cette étiquette-là. Et du coup, pour moi, oui, j'ai un blog, donc je suis blogueuse, mais à la base, je suis styliste, je suis directrice artistique, je suis chef d'entreprise. Et pour moi, c'est plein de casquettes et j'ai pas envie que tu dises que je suis slasheuse parce que c'est quand même horrible comme mot. Terrible comme mot, ça, ouais. Et j'ai envie, tu vois, disons qu'il n'y a pas d'étiquette, quoi, tu vois. Ouais, il y a un côté où tu veux pas être mise dans une case, non. Un peu comme quand... J'avais pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme quand quand tu disais que tu voulais pas être styliste, en fait. Ouais. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Et donc, tu l'as lancé jeune, ce site, tu l'as lancé à 23 ans 22, je crois. 22 ans 2012 23 ans. Ouais, non, c'est mon calcul. 2012, ouais, si, c'est ça. Il y a 6 ans. Ouais, tu vois, j'aurais dû aller en cours de maths, ouais, c'est ça. Et donc, tu l'as lancé, donc c'est un site de do it yourself. Et qu'est-ce qui a fait qu'en fait, tu t'es dit, je lance ce site? Et bien, plein de choses. Parce que tu dis que tu faisais des choses depuis que tu étais petite, tu vois. Mais je sais qu'une fois que tu es sortie de ton école, tu as eu plusieurs expériences professionnelles. Tu as notamment eu un truc chez Yves Saint Laurent. Donc, sans doute des expériences professionnelles que la plupart des gens qui vont dans l'école que tu as faite auraient voulu avoir et voulu garder. Et il y a un moment où toi, tu décides de lancer un site, en fait, et de passer beaucoup de temps dessus, du coup. Oui, alors en fait, j'ai la chance de ne pas avoir trop fait de choix. C'est un peu la vie qui les a imposés. Et je me suis, pour te dire, chez Saint Laurent, j'ai travaillé pendant 1 an et demi. J'ai enchaîné les 3 CDD légaux de 6 mois. C'était génial. Je me suis éclatée. J'ai appris qu'il n'y avait pas qu'un métier, que ma formation ne me préparait pas à un seul métier. Du coup, dans un studio, il y a un styliste maille, un styliste pour les costumes, il y a un styliste pour les chaussettes et la soirée, il y a un styliste pour
Enfin, les accessoires, il y a plein de choses. Il y a un coordinateur de collection qui est un peu le chef d'orchestre. Tu as aussi une personne qui s'occupe des achats des matières, donc qui va acheter les tissus qui sont les plus adéquats au dessin des stylistes. Tu as la personne qui va s'occuper des recherches historiques, de coupe, de matière. Tous ces métiers-là, on les apprend finalement à Dupéré quand on nous demande par exemple, acheter un trench dans une friperie, de comprendre comment le vêtement est fait, le découper, de le restructurer. C'est un peu... Il vous demandait de faire ça ? De faire ça, par exemple. Je comprenais pas où il voulait en venir, en fait. Et en fait, évidemment, quand on fait ça, on se rend compte plus tard que il y a des trésors dans le vintage et que peut-être qu'une pièce que tu vas voir dans la rue, c'était un modèle qui date des années 70, qui a été retravaillé. Et je voyais pas le lien. Et en fait, en commençant à travailler, je me suis dit, ah mais oui, en fait, ça c'est le taf de cette personne-là qui cherche des archives. Ça c'est la matière qui aura un bon tombé. Des fois, on n'est pas forcément hyper au fait de savoir, je veux un trench fluide, est-ce que c'est une gabardine ou est-ce que c'est une viscose, est-ce que c'est... Enfin, je suis un peu technique là, mais tu vois, il y a des choses que t'apprends pas forcément à l'école, mais que t'apprends sur le tas et que je me suis rendu compte que, du coup, ma formation pouvait m'ouvrir ce champ des possibles-là. Mmh. Et donc, je travaillais 6 mois là-bas comme l'assistante du coordinateur de collection. C'était génial. Une super ambiance. C'était au Studio Homme. Et ensuite... Tu n'avais pas de problème avec le fait de travailler dans des entreprises, etc. T'avais pas une obligation d'être entrepreneuse ? Écoute, mon premier jour de boulot, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça va être compliqué de se lever toute sa vie pour travailler pour quelqu'un d'autre. Ah ouais, tu t'es dit ça ? Je me suis dit ça et je me suis dit, genre, fais vite taire cette petite voix parce qu'en fait, je savais pas qu'un autre chemin était possible. Enfin, Tu veux dire que tu pensais que ce que tu allais faire dans la vie, c'était travailler dans une boîte et monter les échelons et... c'est ça. Mais j'avais pas vraiment de plan de carrière. Je savais pas. Enfin, pour moi, le métier de freelance, c'était des professions libérales. C'était pas forcément. C'était moins glamour freelance. C'était moins glamour. Et puis, à l'époque, quand on faisait des recherches d'images pour faire un mood board, j'allais au CDI faire des photos avec un appareil photo. J'allais pas sur Pinterest, ça n'existait pas. Et du coup, je me dis, le Big Bang, si j'avais eu Pinterest, maintenant, j'aurais fait des mood boards. Enfin, il n'y a pas Tumblr, c'était vraiment le début de, donc pas de la glamourisation du freelance, mais tu vois, il n'y avait pas Ouais. autant de podcasts, d'articles sur les entrepreneurs, les indépendants. C'était, je savais pas que c'était possible. Mais tu t'es quand même dit en arrivant, ça va être compliqué. Enfin, je me suis quand même dit, je sais pas comment je vais faire pour me lever tous les matins, quoi. J'ai su ça et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit, non mais arrête, n'y pense plus. Prends ce qu'il y a à apprendre et tu verras bien. Et j'ai continué. Après, on me proposait un poste chez Saint-Laurent en CDI, comme styliste bijoux. Mais moi, la création de poste allait prendre 1 mois. Donc j'avais 1 mois de libre entre mes 2 contrats. Et j'étais un peu flippée de comment je vais faire pour payer mon loyer, parce que là, j'étais dans la vie active. Comment je vais faire je vais m'ennuyer toute la journée. Et donc, j'ai commencé à chercher du travail à la fin de mes dernières semaines. Et j'ai trouvé un poste chez Bonpoint pour être l'assistante de la DA. Et j'étais trop contente parce que Bonpoint, c'est une marque pour enfants. Moi, je m'étais spécialisée dans l'univers de l'enfant pendant mes études. Et ça a été l'enfer. Voilà. Ça a été l'expérience la plus traumatisante et formatrice de ma vie. Je suis tombée avec quelqu'un avec qui j'avais une vraie incompatibilité d'humeur, de personnalité, de ce que tu veux. Je me suis fait maltraiter pendant 6-9 mois. Qu'est-ce que tu appelles maltraiter ? Je sais pas si je peux balancer comme ça, mais je me suis fait appeler machin. On parlait... C'est assez fou, j'ai eu la sensation qu'on parlait à travers moi. On voulait me faire passer un message, mais on le disait à l'ensemble de l'open space, alors qu'on aurait pu juste m'adresser la parole. J'étais complètement déshumanisée. Je devais enlever mes chaussures parce que ça faisait du bruit et ça la dérangeait. Je te passe les détails, ça a été
compliqué. Et j'étais un bébé, j'avais 21 ans, et j'allais au travail en pleurant. Enfin, une pression un peu bizarre psychologique. Et je me suis dit, genre, ok, je vais me mettre en arrêt maladie parce que je peux plus y aller. Au bout de combien de temps tu t'es dit ça? Je sais plus, il y a eu une phrase de trop et je suis partie en claquant la porte un après-midi et je me suis dit que je ne reviendrai plus jamais. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, mais en fait, si je fais ça, elle a gagné. Je vais revenir et je vais y aller en soignant toutes mes dents et je vais lui montrer que on ne met pas à terre comme ça. Waouh. Et j'y suis retournée. Et ça s'est bien passé. Et je suis retournée comme si de rien n'était. Et à un moment, une conjoncture où quelqu'un est parti à son tour en arrêt maladie. Et du coup, j'étais la personne qu'il fallait pour vraiment l'assister. Enfin, j'ai fait clairement mon boulot pendant ce temps-là. Ça s'est très bien passé. Et à la fin de ma période d'essai, je suis partie. Tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont au travail avec le sourire et l'énergie pour pas laisser ceux qui les maltraitent gagner? Je sais pas. Ça me paraît ça me paraît super courageux, mais moi je sais pas, tu vois, si j'aurais eu le courage de faire ça, quoi. De revenir. Ouais, de revenir et de me dire je vais y aller parce que sinon l'autre personne gagne, tu vois. Ben, j'avoue, je sais pas. J'ai jamais pensé à ça. Je me suis juste dit que c'était la chose à faire et que si j'avais envie un jour de me regarder dans une glace, il fallait que je puisse dire que j'y suis retournée, que j'avais essayé ça au moins. Je me suis dit que j'avais tout tenté pour que ça fonctionne et si ça marchait pas avec ça, eh ben, il fallait que je parte. Et C'est intéressant ce que tu dis aussi. Tu dis c'est l'expérience la plus traumatisante et la plus enrichissante. bah oui, parce que du coup, je me suis dit que ça commençait à se dessiner, me dire si un jour je suis mon propre patron et que je travaille avec des gens, mais jamais de la vie je leur fais vivre ça, quoi. Enfin, moi, je veux qu'on vienne travailler en courant à mon travail. J'ai envie qu'on ait envie de se battre pour mon projet, même si c'est pas le mien, enfin le sien. Et tu vois, je sais même plus le tien, le mien. J'ai envie de partager quelque chose parce que finalement, c'est là où tu passes le plus clair de ton temps. Donc autant que ça se passe bien et que tu sois fier et que tu sois content quand tu rentres, que tu aies quelque chose à raconter, puis te dire, tu sais pas ce qu'elle m'a encore fait. Enfin, j'avais juste envie que. Ben voilà, j'ai commencé à se tramer dans ma tête de me dire, en fait, plus jamais on me parle de cette façon et jamais de la vie je ferai ça à qui que ce soit. T'en parlais aux gens autour de toi à cette époque-là de ce qui se passait? Ouais, j'en parlais autour de moi et tout le monde était choqué. Mais ça m'énervait qu'on me dise ouais, mais ça, c'est le monde de la mode. Là, je faisais des vêtements pour enfants, car c'est pas le cancer, tu vois. Donc j'étais là, oui, mais pour moi, tu vois, j'étais chez Saint-Laurent et ça se passait extrêmement bien. Donc je vois pas pourquoi tout d'un coup. On te disait ça, il y avait une sorte de fatalisme, c'est le Ouais, monde de la ça, mode? c'est ça. Et je disais, ah, mais non, je suis pas d'accord, je suis sûre qu'on peut faire autrement, en fait. Et voilà. Et donc je suis partie avec une autre personne qui partait aussi de chez Bonpoint pour monter un projet de bijoux qui s'appelle la Reine Rosalie. Et en fait, cette personne avait l'opportunité de monter une marque au sein d'un gros groupe de bijouterie fantasy. Et elle faisait la direction artistique, elle avait besoin d'un styliste pour l'aider à faire ses fiches techniques. Et moi, je voyais ça comme une récréation, ça allait être super, parce que je la connaissais, je savais que c'était une personne super et que ça allait me faire du bien, un peu de bienveillance. Mais du coup, ça a été un nouveau projet, mais c'était pas non plus en mode start-up parce qu'il y avait tout le groupe derrière qui donnait les outils pour que ça fonctionne, le juridique, la compta, les usines, l'accès à des bibliothèques entières d'objets. Et c'était top parce que c'était à côté de chez moi, que tout d'un coup, je gagnais bien ma vie. J'avais plus besoin de travailler dans un bar le week-end pour joindre les deux bouts. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, j'avais un petit peu envie que si je travaille... Parce que du coup, c'était un nouveau projet et j'étais pas... Je faisais des fiches techniques, je faisais des dessins, mais j'étais pas la directrice artistique. Et je me suis dit que la seule façon pour que moi aussi j'ai un petit peu de lumière et que ce soit mon projet, il fallait que je fasse ma propre histoire. Et c'est là où en plus, ce que je t'ai pas raconté, c'est qu'en plus de tout ça, j'avais une pige dans un magazine féminin qui s'appelait Mutine, aux éditions Jaloux. Et j'avais une page do it yourself dedans. Et le magazine s'était arrêté. Et Donc t'as quand même multiplié les expériences avant de lancer ce que tu faisais. C'est ça. Et le magazine s'est arrêté, que j'avais envie d'un petit peu de lumière et que, en fait, on reconnaisse que je savais faire des choses. Et, Parce que tu manquais de reconnaissance dans ce que tu faisais? Ouais, je pense.
au début, ça a été ça. Enfin, je voulais dire que moi aussi, je savais faire quelque chose de mes 10 doigts et que ça valait peut-être pas autant que des grands noms, mais que ça valait quand même quelque chose. Et ça a commencé un peu pour Noël de 2011. J'ai préparé Noël pour ma famille. Et mes nièces étaient encore petites et j'avais envie qu'elles s'en souviennent un peu toute leur vie de ce Noël à Paris. Et j'avais fait une suspension énorme au-dessus de la table. J'ai fait tout un Noël noir et blanc. J'avais appelé ça Alice au pays des merveilles sous acide, pour donner une idée. J'avais dessiné tous les membres de ma famille, donc c'était des décors d'humains, mais des têtes d'animaux. Enfin, j'avais fait un save the date, comme si on avait besoin de savoir que c'était le 24 décembre Noël, mais bon, une invitation, enfin, tout ça. De toute façon, Alice au pays des merveilles, c'est sous acide. C'est vrai. Je sais pas s'il y a besoin de préciser, parce que moi, j'ai toujours pris cette scène dans le dessin animé de Walt Disney. Tu sais, il y a d'Alice au pays des merveilles, t'as la scène avec le chapelier fou et le lièvre de Mars qui font, ils ont des trucs avec le beurre, la montre et tout. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai jamais trouvé de représentation plus parfaite de deux mecs sous acide. Vraiment, c'est exactement ça. Bref. Non, je vois bien. Les drogues sont dangereuses pour la santé. Évidemment. Et donc, j'étais possédée par l'esprit de Noël. Je passais tous mes week-ends à faire des maisons en papier, à faire des dessins, à faire des invitations. Et mes potes, ils étaient là. En fait, on te voit plus. Je dis, ah oui, mais je kiffe. Il me fait, non, mais pourquoi tu le partages pas? Pourquoi t'expliques pas aux gens que c'est possible de le faire? Parce que, toi, t'as mis du papier craft dans ton imprimante, ça a marché, c'est trop cool, le rendu. Enfin, c'était du détail. Et j'étais là, oui, mais tout le monde peut le faire. Il me fait, ouais, mais on n'y pense pas. Tes potes t'ont dit de partager? Ouais. Et mes potes m'ont dit de partager. Ce besoin de reconnaissance, ça a été une espèce de mix de tout ça. Et je me suis dit, ok, ben, j'ai qu'à faire un blog où j'explique aux gens comment eux aussi ils peuvent faire ce que je fais. T'as eu peur de partager au départ? Non. Non. Mon père m'a dit, non mais t'es folle, tu fais donner tes idées à tout le monde. C'est bien un conseil de papa, ça. C'est ça. Et tout le monde va te copier. Ouais, ben... Enfin, pas copier, en fait. C'est ça, le partage. Et c'était drôle. Et ça a commencé comme ça. Make my limonade. Tu m'as pris le cours, là. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, tu me disais, ok, ça a commencé comme ça et ça a très bien marché. Parce qu'en fait, très vite, le blog il a vraiment bien fonctionné. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses savoir pourquoi ça a marché aussi bien? Parce que tu n'étais pas la seule finalement, ni la première à à partager ton travail, à faire du do it yourself. Non, après, je pense que ça a plu parce qu'encore une fois, j'ai pas essayé de me cantonner à une seule chose. Dans le sens où il y avait beaucoup de blogs à ce moment-là de mode, beaucoup de blogs de cuisine, beaucoup de blogs de voyage. Et moi, je voulais pas faire que du do-it-yourself parce que j'aime la mode, j'aime la cuisine, j'aime voyager, j'aime fabriquer des choses de mes 10 doigts. Et je voulais que ce soit un espace qui me ressemble et pas... Si j'avais envie de parler d'entrepreneur, j'allais en parler. Si j'avais envie de parler de shopping parce que j'avais envie de m'acheter un truc et je trouvais que c'était une super trouvaille. Et j'avais envie de partager... juste mon quotidien. Et mon quotidien, à ce moment-là, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait aux vêtements que je portais, à ce que je cuisinais, à ce que je fabriquais. Tu crois que c'est une bonne piste pour tout le monde d'essayer de partager les choses qu'on fait Ah, mais évidemment. Enfin, parce que j'allais te demander... Je suis désolé, j'arrête pas d'interrompre. Non, mais ça en fait, il parle beaucoup. J'allais te demander... il y a sûrement des gens qui vont écouter cette émission et qui vont être un peu dans la situation dans laquelle tu pouvais être au travail, tu vois. Par exemple, soit manquer de reconnaissance, soit pas être forcément super épanoui, ou alors se dire j'ai un potentiel créatif, tu vois, que j'exploite pas. Et en fait, mon idée, c'est comment est-ce que ces gens peuvent faire en fait pour faire le premier pas, un peu pour commencer, tu vois. Parce que tu vas pas. Ce qui est clair, c'est qu'ils vont pas avoir un blog qui cartonne le premier jour, tu vois, mais il y a toujours un premier pas à faire. Ben. Après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est juste le faire sincèrement. Enfin, je veux dire, je l'ai pas fait pour être connue, je l'ai pas fait pour avoir des cadeaux, je l'ai pas fait pour gagner de l'argent avec les marques, je l'ai pas fait pour... Enfin, j'ai juste fait pour moi, parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire quelque chose et que je pouvais trouver, on va dire, une oreille, je pouvais trouver des lecteurs, je pouvais avoir un écho, en fait, dans ce que je faisais. Et ouais, je l'ai trouvé bien et vite, et c'est ça que j'ai eu de la chance. Mais je pense qu'il faut persévérer et se dire que
je pense qu'on en parlait tout à l'heure, mais enfin, en off, qu'une des clés que ça, enfin, du succès ou en tout cas de la reconnaissance, c'est de travailler et d'être régulier dans ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'on on se fait connaître aussi. C'est de montrer enfin, qu'on en a sous la semelle et qu'on est capable de continuer à alimenter quelque chose, même si le succès n'est pas au rendez-vous. C'est pour montrer qu'on a la capacité de croire que le travail, ça paye, quoi. C'est pour créer une habitude chez les gens qui te suivent ou c'est plus pour C'est montrer que les tu es deux, là en pour fait. C'est longtemps une hygiène de création. Enfin, moi, au début, je le faisais, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je le faisais parce que plus je faisais, plus j'avais d'idées. Et du coup, bah, c'était une espèce de cercle vertueux. Et ça a pris aussi parce que bah, il y a de plus en plus de gens et ça me boostait et c'était bien. Mais je pense que quand tu montes du cœur à l'ouvrage, il y a forcément des gens qui vont le remarquer, quoi. Je vois pas où est-ce que ça marcherait pas. C'est hyper intéressant ton terme hygiène de création. Donc je vais noter hygiène de création parce que vraiment c'est très bien, c'est la première fois que j'entends ça. Mais ouais, c'est ça, c'est le côté la créativité amène de la créativité. Oui, Ça. et en plus, les retours des gens. Enfin, moi, aujourd'hui, avec la marque, il n'y a pas un seul jour où les gens qui nous suivent, ils m'inspirent pas. Tu vois, l'autre soir, je sais plus, je lisais les commentaires sous le compte de la marque, et il y avait quelqu'un qui disait: «Ah, j'adore ce motif, ça c'est trop cool d'avoir des fonds d'écran». OK, c'est pas compliqué. J'arrive dans mon bureau, je fais: «Ah, ça serait bien, non?» C'était hier. «Ça serait bien qu'on ait une page où les gens, ils peuvent enregistrer la photo depuis leur téléphone et ils la mettent en fond d'écran». «Ah ouais, grave!» Et 2 heures plus tard, on l'avait fait. Et en fait, enfin, c'est quand même génial de partager ce que tu fais et que ça inspire d'autres gens et que ça t'inspire en retour. Enfin, il y a quelque chose de je pense que si tu es régulier et si les gens voient qu'il se passe quelque chose quand ils enfin, interagissent avec toi, ben, ça ne peut que fonctionner. Ouais, donc au bout d'un moment, c'est même plus toi qui as besoin de trouver les idées, c'est les gens qui vont trouver les idées pour toi. Moi, Ben, ça fonctionne aussi sur ouais, mon podcast. Il y a des gens qui me suggèrent des choses. des choses. Maintenant, d'ailleurs, je fous plus rien. Je les laisse trouver toutes les idées de contenu bonus et tout. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué. Je sais pas si tu penses que c'est essentiel dans le fait que ton site a fonctionné. Et que tu le fais encore quand tu écris des articles. Il y a un côté très spontané où tu vas toujours raconter des histoires. Tu parles Ouais, de toi, tu vois. mais je pars du principe que il faut toujours qu'il y ait un bénéfice lecteur et que le bénéfice lecteur, il se retrouve dans l'expérience personnelle. Enfin, il puisse s'identifier. Moi, si ça m'a fait penser à ça, ça a forcément eu un écho différent pour une autre personne. Et c'est comme ça que tu attrapes aussi le lecteur, de se dire, bah, si je te raconte que moi, quand on m'a proposé de faire une collaboration avec Princesse Tam Tam, je pense à ça, en fait. Et j'ai tout de suite dit, mais tellement, parce que je sais ce que je vais raconter le jour où ça sortira. C'était Alors, quoi en l'occurrence ben, juste, me souviens que toute mon adolescence, je rêvais de m'offrir des sous-vêtements Princesse Tam Tam et que c'était un peu le Graal de ma première paye. Ben, c'était, enfin, ça n'a pas été que ça, mais je suis rentrée toute seule et je me suis acheté mes sous-vêtements Princesse Tam Tam. Et, ou un Noël où j'en ai eu un et genre, c'est un de mes souvenirs. Alors, c'est chelou, j'en ai eu plein des Noëls, mais j'ai eu ce cadeau-là particulièrement. Et en fait, toutes les filles avaient une histoire avec cette marque-là. Et c'était trop cool de le partager. Bon, là, je parle d'une collaboration, mais à chaque fois que tu vois, l'autre jour, j'avais écrit un article sur comment on s'habille pour aller au travail. Et en fait, moi, j'ai jamais eu besoin de réfléchir à comment je m'habillais pour aller au travail. Enfin, j'ai eu de la chance enfin, je m'habille enfin, comme je le sens, et même si des fois c'est un peu trop, bah, au moins, enfin, je me pose pas la question, j'y vais. Et après, je mettais dans la tête des filles qui se disaient, attends, mais comment vous faites, vous? Parce que c'est vrai que, on va forcément vous faire une réflexion à la con parce que vous avez des chaussures qui avec des paillettes, on va forcément vous faire une réflexion parce que vous avez un grand décolleté. Enfin, c'est chiant. Et j'imaginais pas que ça pouvait être, tu vois, un sujet de s'habiller. Et donc, je parlais de ça, et enfin, et il y a eu plein de retours hyper intéressants, et voilà. Et, enfin, non, rien. Et du coup, je pars du principe que si je veux qu'il y ait de l'interaction, il faut que ça parte de quelque chose de personnel pour que les gens puissent aussi se poser la question. Ouais. Donc le côté personnel plus régularité et quantité en fait. Bah, je dirais pas quantité, je dirais régularité. Pourquoi tu dirais pas quantité? Parce que quantité, ça va. Parce que moi j'ai l'impression Ouais. que tu peux pas faire sans la quantité. Si tu veux qu'on commence Non, à non, même percer. juste si tu veux faire des trucs bien,
que en fait, je trouve qu'il y a un peu le côté, un peu fantasmé de l'artiste qui a l'inspiration, tu vois, et que genre si tu, par exemple, mon exemple c'est que j'écris, disons, et je pourrais, parfois il y a des jours où j'ai des trop bonnes idées, j'écris le truc en 2 heures, je suis comme un fou, on dirait c'est dans Bruce Tout-Puissant, Jim Carrey quand il tape comme un dingue sur le clavier, et je me dis ouais c'est trop bien. Et puis il y a vraiment des jours où j'écris et c'est nul, mais j'ai l'impression que si je le fais pas tous les jours, il n'y a pas ce moment où à un moment j'ai l'inspiration et c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ça que je veux dire quantité. Après, moi, je pense quand tu dis quantité, je pense poster pour poster. Et je pense que c'est pas bien. Je pense qu'il faut des fois se censurer et dire bon, voilà, franchement, c'est nul ce truc, je vais pas le poster. Enfin, ça j'apporte rien de neuf. Je laisse de côté. Et je pense que plus c'est la qualité que la quantité, mais essayer d'être régulier. Et je sais que c'est pas facile parce que du coup, on a tendance à vouloir dire moi, je poste quand même parce qu'au moins je l'aurais fait. Mais je pense qu'il faut avoir du recul sur son travail. Et, être exigeant. Ouais, être exigeant. Parce qu'il y a un autre travers, c'est le travers où tu es trop exigeant. Et du coup, tu sors plus rien parce que tu es perfectionniste. Mais je pense qu'après, c'est toi qui place le curseur de ce qui est. Après, j'aime bien dire que done is better than perfect. Ouais. Mais et je pense que tu sais au fond de toi si tu es un peu content, enfin très content ou hyper fier. Mais je pense qu'il faut pas aller, si t'es pas sûr, tu t'y vas pas, quoi. Oui, ça c'est vrai, c'est aussi un autre... je peux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que quand tu produis des trucs un peu créatifs, disons, généralement tu sais quand même si c'est bien. Tu sais, il y a une sorte de fausse modestie. Parfois, tu fais des trucs et tu te dis, ouais, c'est vraiment bien, tu vois. Et je trouve qu'il y a un peu une fausse modestie parfois de dire, ouais, c'est pas ouf et tout, mais en fait, tu sais que c'était vraiment bien, tu vois. Bah en fait, là, tu vois, le blog, aujourd'hui, j'écris quasiment plus parce que c'est plus du tout mon quotidien et je m'y retrouve. Je sais pas que je m'y retrouve plus, mais c'est que mon quotidien il est genre assez dingue avec la marque et j'en ai 10 dans l'équipe, enfin ça va vite et ça reste toujours dans j'ai toujours envie des idées d'articles que j'écrirai un jour, mais je suis moins j'ai moins ce besoin d'interagir avec les gens sur le blog parce que j'interagis avec eux sur Instagram, sur Facebook, on s'écrit des mails, enfin il se passe des choses. Mais en tout cas, ce que tu dis sur cette reconnaissance finalement, on te dise que c'est bien ou si ça l'est pas, je l'ai avec mes collaborateurs au quotidien. Par exemple, quand je dessine des vêtements, quand on fait les prototypes, quand les filles les essayent, quand elles voient et ben c'est du délire. Quand je sais que ça va marcher quand toutes les filles du bureau sont en transe, elles sont là genre je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Là, je sais que ça fonctionnera parce qu'on a un bon panel représentatif et quand je vois qu'elles sont pas convaincues du modèle, je leur dis mais tu ferais quoi toi pour que ça fonctionne en fait? Dis-moi ce qui manque, ce que t'aimes pas, est-ce que c'est le motif, est-ce que c'est la coupe, qu'est-ce qui va pas et du coup on se rend meilleur et ce qui est génial c'est que quand tu travailles en équipe maintenant c'est que rien n'est raté en fait, tout est perfectible. Et... Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour... Ouais, en fait, ce que j'essaye de dire au bureau, c'est que tu peux trouver ça moche, mais si tu trouves ça moche, faut que tu viennes avec une solution. Et il n'y a pas de problème. Genre, j'accepte toutes les critiques, mais tu peux pas juste dire non, j'aime pas, tu recommences. Tu dis non, ok, j'aime pas, pourquoi j'aime pas, et moi je ferai ça. Et là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu es dans une approche positive du feedback, un peu. Ouais, de toute façon, après, c'est hyper dur de dire non, de toute façon, moi j'aime pas, je mettrai pas. Ouais, puis c'est pas très utile en plus. C'est pas utile, enfin ok, bon bah très bien. Et puis plutôt que d'être dans, de toute façon, elle aime pas, je montrerai plus, non, genre ok. Est-ce que quand t'as monté, je suis désolé, j'arrête pas d'interrompre, mais est-ce que quand t'as monté la marque, donc Wear Lemonade, est-ce que tu l'as montée aussi un peu parce que tu t'avais pas envie d'être cataloguée blogueuse ou de rester dans un sens un peu blogueuse? Peut-être un peu, mais surtout, il y a une sensation qui est carrément géniale, c'est quand tu dessines des vêtements et qu'après, tu peux les porter. Je peux pas t'expliquer, il y a un truc un peu magique de se dire, bon bah je l'ai fantasmé, je l'ai dessiné, et là, tout d'un coup, il est là. Et... Est-ce que tu crois que c'est un peu comme quand tu construis ta maison et que tu habites dedans ou... Après, ça m'est pas encore arrivé, mais... Ouais, moi ça m'arrivera certainement pas d'ailleurs. Mais... il y a un truc complètement fou. Et en plus de se dire, bah moi je peux le porter,
mais que quand je croise une fille dans la rue qui porte un truc que j'ai fait, c'est un sentiment qui est... je peux même pas le décrire. C'est un mélange de fierté et de... C'est hyper intime. T'as dessiné quelque chose que les gens, ils portent sur eux. Enfin, c'est fou d'avoir Parce que fait tu crées une confiance. connexion. Et ça, de se dire, ce matin, elle s'est réveillée, et il faisait beau, elle s'est dit, ah bah tiens, je vais mettre cette petite robe. Enfin, ça l'a inspirée. Et alors, j'ai toujours pas de mots, je trouve ça magique. Et du coup, je l'avais jamais ressenti vu que je dessinais pas vraiment pour moi et je dessinais pour d'autres. Mais j'avais une idée qui était remâchée dans la grande machine Saint-Laurent ou la grande machine Bonpoint ou les bijoux. Enfin, donc c'était pas vraiment à moi. Enfin, c'est pas vraiment à moi vu que ça appartient à qui l'achète. Mais j'étais pas la mère de l'idée de base, tu vois. Et donc du coup, j'avais envie d'avoir ce sentiment-là de se dire, tu portes ce que j'ai dessiné. Et Il y a un côté aussi où tu vois l'aboutissement de ton travail. c'est ça. Là, ça se concrétise Ça se vraiment. concrétise vraiment. C'est peut-être quelque chose qui manque aussi parfois quand tu es en entreprise. Le côté où tu es un peu dépossédé finalement de ce que tu as apporté. Je crois que parce que c'est quand même un truc qui revient. Tu vois, pour les gens qui passent sur ce podcast ou qui l'écoutent, en tout cas quand tu commences à fabriquer tes propres trucs. Ouais, mais après, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est... moi, j'ai du mal à dire... j'ai du mal quand je prends la parole sur Instagram ou dire j'ai fait ça. C'est on a fait ça. Et c'est important, je pense, de dire... de rendre à César ce qui est à César, tu vois. Peut-être que je l'ai dessiné, mais sans Maya qui est au e-commerce, personne ne pourrait l'acheter non plus. Et je pense que c'est aussi comme ça dans une entreprise que les gens ils se sentent valorisés parce que sans eux, ça serait non pas possible. Sans Laure qui a fait la toile, sans Maria qui a sourcé les matières, sans Simonet qui a pris la photo, sans Cécile qui a mis au rapport le motif. Enfin, il y a une espèce d'inclusion. Je pense que c'est important que... Oui, voilà, mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est pas que l'important, c'est pas de le faire individuellement. C'est juste d'avoir le sentiment que tu possèdes un peu. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire un peu. Tu dirais que Est-ce que tu dirais que ton exigence, elle augmente avec le temps, justement, parce qu'on parlait d'exigence là? Ouais. Et c'est de plus en plus difficile parce que là, on est un peu à une croisée des chemins pour la marque. Et on est à un moment où, normalement, dans quelques mois, on va ouvrir notre premier lieu physique. Et on l'a tellement fantasmé, ce lieu. On a fait des pop-up, on a rencontré nos clientes, on fait de plus en plus de pièces dans nos collections. Et ben là, ça devient... c'est sérieux, quoi. C'est le level du dessus. Et je veux que ce soit parfait. Je veux pas avoir de regrets. Je veux que ce soit pour moi, mais pour les autres aussi, parce qu'en fait, on travaille pour ça, quoi. On travaille pour se dire... Enfin, je sais plus qui disait... je trouve que j'ai rencontré un fonds d'investissement il y a pas très longtemps qui me disait, mais t'es là pour quoi? T'es là pour jouer ou t'es là pour gagner? Je dis, bah évidemment, je suis là pour gagner, mais c'est quoi la réussite, en fait? Je veux gagner... je vais être fière de moi et pas avoir un instinct, un regret. Et c'est juste ce truc-là que j'ai pas envie avoir de regret pour moi et pour tous les gens qui se défoncent pour cette marque, quoi. Ça veut dire quoi gagner, tu penses? Mais c'est là, justement, c'est là où tu places encore le fameux curseur de ta réussite. Mais pour moi, gagner, c'est de pouvoir dire, de regarder, on va dire, cette boutique et pas dire, ah putain, le cintre, il est mal mis, ou ah, la couleur du mur, c'était pas exactement ce que je voulais. Enfin, je veux que ce soit Conforme à ta vision. ouais, conforme à mes visions, mais ça le soit à tous les niveaux, quoi, qui est pas ouais, bon, ok, là on écrit tout à la main parce que le système de caisse il marche pas. Non, il faut que ça roule, quoi. Il faut que tout ce qu'on a mis en place aux différents pop-up, ça prenne du sens et que tout l'univers il déroule. Pour tous les gens qui sont venus sur internet, qui ont découvert Make My Lemonade et War Lemonade, ils sont rentrés dans cet univers-là. Et quand ils pousseront la porte de la boutique, il faut que ce soit comme ils l'ont fantasmé. Est-ce que du coup, parfois, c'est pas. Quand tu as un niveau d'exigence aussi élevé, c'est pas difficile de manager? Non, parce que c'était difficile au début, quand on a été deux, trois,
que je déléguais et que je voyais que le travail était fait, mais il n'était pas fait de la manière dont je l'aurais fait. Je dirais que c'est un peu la question pour le coup, elle est un peu personnelle parce que c'est un peu mon souci, par exemple, avec ce podcast. Ouais. Je pourrais, parfois je me chauffe et je me dis, allez, je vais déléguer un truc. Ouais. Puis en fait, je me dis, mais ça peut pas être aussi bien que si moi je le fais à fond. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, je pourrais plus tout faire à fond, tu vois. C'est ça. Mais après, je parle pas comment dire, du résultat, parce que je pars du principe que si ça me convient pas, on va recommencer. Mais c'est plus la méthodo, en fait. C'est me dire, moi, je l'aurais pas fait comme ça, mais tu l'as fait comme ça, et c'est tout aussi bien, et le résultat est OK. Mais c'est juste de faire le deuil, de se dire, c'est pas fait comme je l'aurais fait, mais le travail est fait quand même, et c'est OK. C'est juste de lâcher ce truc-là, de se dire, je vais avancer plus vite, et je te remercie de l'avoir mené ça à bien, quoi. Et puis de toute façon, c'est comme ça aussi que tu fais grandir tes collaborateurs. C'est dans leur laissant de la place et en leur disant, même si des fois je suis là genre ouais, je suis pas sûre, j'aurais pas fait comme ça, mais de le valider et que c'est lancé, comment dire, la fierté qu'il y a dans leur regard et comment ils s'en sortent grandis, c'est ça ma meilleure des récompenses. C'est pas que ce soit 3 pixels plus grand ou tu vois, deux trucs qui soient alignés un peu plus, quoi. Parce que le résultat, il est pas toujours là où tu l'attends, en tout cas. Depuis tout à l'heure, on parle un peu de ce qui est important, ce qui est pas important. Ouais. Et pour toi, justement, en fait, parce qu'il y a plein de choses que tu peux regarder pour évaluer le succès d'un projet qui sont pas les bonnes choses. Tu vois. Par exemple, je sais pas, moi je pourrais regarder le nombre de personnes qui like sur Instagram, et en fait ça veut pas du tout dire que mon podcast est populaire ou pas, tu vois, parce qu'il y a plein d'autres trucs. Et toi, qu'est-ce que tu regardes en fait pour savoir que tes projets réussissent? C'est difficile. Ouais, c'est pour ça que je te demande. C'est difficile cette question. Il y a différentes choses. Je dirais que déjà qu'il y a assez d'argent sur le compte en banque pour payer tout le monde à la fin du mois. Ça, c'est pas mal, ouais. C'est déjà bien. C'est très pragmatique. Et en deux, c'est non, il y a encore deux points. En deux, c'est l'ambiance générale que je peux trouver quand j'arrive le matin. Par exemple, si tout le monde est content, si tout le monde est excité, s'il n'y a pas de tension ou quoi que ce soit, ça, c'est un autre vecteur de réussite. Parce que si personne n'est stressé parce que la collection vend moins bien ou parce que le site a craché, ça, c'est important pour moi de voir que ça roule. Et un troisième truc, c'est mon entrain que j'ai pour aller au travail le matin. Ton enthousiasme. Ouais. Comment tu le maintiens, ton enthousiasme? C'est la grosse problématique du moment après plein d'épisodes, de me dire il faut que j'arrive à rester enthousiaste pour... Après, moi, mon entrain, c'est de me dire qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et tu vois, si ça devient trop monotone, ok, on va ouvrir un lieu qui fait 300 mètres carrés dans Paris. Ok, ce sera ça ma nouvelle... Donc en fait, c'est ça ton moteur pour lancer de nouvelles choses à chaque fois, être renouvelé. C'est pour garder l'enthousiasme. Ouais. Ok. Et je me dire, ça on le fait bien, ok, des pop-up on en a fait... c'est quoi qui va me faire vibrer? Et une fois qu'on a ouvert cette boutique-là, ce serait génial. Peut-être qu'on en ouvrira une deuxième, peut-être qu'on aura envie d'aller à l'étranger, peut-être que... la liste est longue, mais tu vois, quand on me dit tu dois où dans 5 ans, il y a 5 ans, ça n'existait pas déjà, donc c'est difficile d'imaginer, mais c'est plutôt... moi, j'aimerais qu'on me demande qu'est-ce que t'aimes... qu'est-ce qui te fait vibrer dans 5 ans plutôt que où est-ce que je me vois. Je trouve que c'est un peu c'est compliqué parce que pour ma part, je me lasse assez vite. Enfin, c'est pas que je me lasse, c'est que je me désintéresse un peu des trucs que j'ai produits. Parce que tu sais le faire. Et voilà, exactement, parce que ça me fait plus peur en fait. Tu vois, parfois je vais vouloir faire quelque chose, ça me fait un peu peur, je me dis je vais peut-être pas bien le faire, mais je vais donc mettre beaucoup d'énergie à le faire. Et une fois que je l'ai fait, je me dis super, mais maintenant j'ai envie de faire autre chose. Mais du coup, il y a un autre truc qui m'inquiète, c'est qu'il y a un peu un côté fuite en avant. Genre, à un moment, est-ce que tu vas toujours réussir à trouver un nouveau truc, tu vois? Je pense, tu vois, au début, j'avais très peur du jour où j'aurais plus envie d'écrire sur le blog.
je dis pas que j'ai plus envie, mais j'ai plus le temps et j'ai plus le besoin de le faire. Et en fait, c'est assez naturel, tu vois. C'est quand je dis les questions de choix se sont imposées à moi, mon quotidien, c'est de dessiner des collections, de m'occuper des gens avec qui je travaille, d'imaginer les prochains projets. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est pas un échec de plus écrire dessus parce que ce que j'ai fait, c'est toujours aussi valable. Enfin, je l'ai fait en fait. Ça va pas perdre de la valeur parce que je m'en occupe moins. C'est OK en fait. Il faut juste se dire que c'est la vie et qu'est-ce qui te dit que peut-être tu as envie d'arrêter demain et de reprendre dans un an parce que tu auras des nouvelles idées, mais tu vas concentrer sur ton un autre projet personnel et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça ne perdra pas. Ouais, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle si t'es toujours en train de faire un... Mais oui, je veux dire, tous les enregistrements que tu as faits, ils existeront toujours. Enfin, si c'est pas parce que tu l'auras pas alimenté pendant une période que ça voudra plus rien dire. Je veux dire, enfin, après, c'est important. Je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que la régularité, c'est important au début pour que ça prenne. Mais après, une fois que tu as trouvé, on va dire, ton rythme de croisière et ton épanouissement dans ce que tu es en train de faire, tu peux aussi lâcher un peu. Tu crois ? Ouais, je pense. Moi, je pense que au contraire, je pense que tu disparais très vite, ce qui n'est pas forcément grave. Hein. Moi, je suis pas dans une course de oh là là, je vais disparaître, etc. Mais je pense que tu le vois notamment dans la plupart des trucs artistiques, que ce soit en musique, en choses comme ça. Quoique quand Daft Punk revient, quoi. Oui, mais après, tu prends tout de suite. Ouais, voilà. Mais c'est ça le problème. Mais après, tu vois, il faut savoir pourquoi tu le fais, quoi. Enfin, pourquoi tu le fais, en fait, c'est plus ça. Est-ce que c'est uniquement pour ton épanouissement personnel ou est-ce que tu veux que ce soit un gagne-pain? Enfin, tu vois, tu disais que tu n'avais pas envie de faire pour l'instant de pub, tu vois, c'est pour toi, en fait, que tu le fais. Donc, si ça te rend plus heureux, autant, tu vois, mettre du cœur à ce que tu fais et revenir plus tard avec des idées plus fraîches, quoi. Non, mais ça me rend très heureux, là. Là, on a l'impression que je vais arrêter le podcast, alors que non, pas du tout. On va en parler de ça, mais tu vois, moi, je pensais que ça me rendrait hyper triste le jour où j'aurais plus envie. Non, il y a une nouvelle envie et ça, c'est la continuité du projet, quoi. Et qu'est-ce que tu as le sentiment de sacrifier, alors ? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu me dis que tu travailles beaucoup, que tu as l'air quand même très investi, quoi, dans ton projet. Ma vie sociale, je dirais. Mais après, parce que je travaille beaucoup et je suis fatiguée et je sors peut-être un peu moins et je vois moins les gens que j'aime et que ça me rend un peu triste, mais... Tu les vois moins, ça veut dire... mais c'est plus une question de, tu vois... Je dirais pas feignantise, parce que je dirais pas que je suis feignante, mais je dirais plus une question... je suis claquée et j'ai pas forcément envie, une fois que je suis rentrée, de ressortir pour voir des gens. Honnêtement, tu sors combien de fois par semaine, mois, etc. Vraie question qui m'intéresse, parce qu'en ce moment, je pense un peu à tout ça. Je sors 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi. Ok, ça va, donc tu as quand même... ouais, mais tu je vois veux encore dire, des gens. je vois que je pourrais faire plus de dîners, enfin, tu vois, et flemme. Je suis claquée et l'appel du canapé est fort la semaine. Et puis il y a un peu un côté, tu peux toujours faire plus aussi, tu sais, dans toutes les zones de ta vie. Donc, oui, c'est vrai. c'est un truc que tu prends en compte, toi, là. Est-ce que tu es toujours en train de te dire, est-ce que je suis assez productive ? Est-ce que tu es axé sur la productivité ou Non, c'est un truc que j'ai un peu lâché ces derniers mois et c'est hyper intéressant, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai pas foutu grand-chose. Mais c'est pas parce que j'ai rien fait, on va dire, j'ai pas répondu aux 50 mails, j'ai pas fait ce qui était dans ma to-do, que j'ai rien fait non plus. Ok, je me suis inspirée, j'ai lu ce truc, j'ai vu cette expo, j'ai aidé cette personne de l'équipe à sortir d'une impasse dans laquelle elle était. Mais au début, j'étais là, genre, putain, j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait de ce que je devais faire. Et en fait, non. Enfin, j'ai fait plein d'autres trucs, mais c'est tout aussi valable. Et ça... Justement, j'ai un pote qui s'appelle Léo qui est passé sur ce podcast. On a fait un film ensemble. Ok. Et
moi, je suis vraiment du genre à stresser quand j'ai l'impression que j'ai rien fait dans la journée, tu vois, à dire, oh là, j'ai vraiment rien fait aujourd'hui. Et lui, à chaque fois que je le vois pour qu'on bosse ensemble, vraiment, littéralement, on ne fout rien pendant tout l'après-midi. On fait que parler, raconter des trucs, etc. Et en fait, à la fin, on a quand même fait un film, tu vois. Ouais. Et à chaque fois qu'on se voit, je dis, oh là là, on a vraiment rien fait. Et il me dit toujours, non, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il a raison, mais du coup, c'est difficile, je trouve, d'arriver à accepter ça, tu vois. Ouais, mais ça prend du temps. Une ligne fine, quoi. Et en fait, c'est comme je te disais, quand j'étais à l'école et je faisais des trucs, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Et en fait, c'est un peu pareil quand tu as une conversation qui refait le monde et qui mène à rien. Et en fait, ça t'a peut-être déclenché ta prochaine idée géniale, quoi. Est-ce qu'il y a juste pour finir, est-ce que tu lis ou pas? Pas beaucoup, pas assez. Parce que en fait, ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes souvent aux gens, ou est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent que tu recommandes souvent aux gens? Il y a un livre que j'ai adoré, mais ça fait genre vraiment super Startup Nation quand je dis ça. Mais j'ai adoré lire L'entreprise du bonheur. Je trouve ça hyper inspirant. Après, j'adhère pas à tout, mais j'avais trouvé ça top. Et je me souviens, je l'avais dévoré. C'est pour mon côté entrepreneuse même, j'ai envie de te dire. Et sinon, ce que je fais pour m'inspirer, je sors, quoi. Je sors. Tu regardes des trucs de la vraie vie? Ouais, clairement. Okay. Je sors, je vais dehors. Et c'est drôle parce que la dernière fois, je devais aller au musée et je suis arrivée, il y avait genre la queue et en fait, j'ai vu plein de gens habillés de façon trop cool dans la queue et je les ai dessinés et ça m'a donné des idées pour la prochaine collection et l'expo finalement était pas ouf, mais juste d'être sortie et d'avoir vu des combinaisons de couleurs et de me dire ah putain, trop bien, de sortir mon iPhone et faire 3 photos, ça te sort un peu du quotidien, quoi. C'est comme quand tu prends un chemin différent pour aller au boulot et tu vois des nouvelles choses et c'est juste ça. Ben, merci beaucoup Lisa d'être venue sur Nouvelle École. Merci à toi. Est-ce que tu veux qu'on envoie les auditeurs quelque part sur Internet? Sur Internet, oui. C'est vaste. Parce que, en fait, non, mais c'est parce qu'en fait, la dernière fois, je disais, où est-ce qu'on envoie les gens qui écoutent? Et la personne réfléchissait en lieu physique, mais c'est pas ce que je veux dire, quoi, tu vois. Ben sur wearlemonade.com déjà. Ok. Mais je leur conseille plus de s'inscrire à notre newsletter. On raconte des choses et on donne accès à des bons plans et toutes les dernières nouvelles fraîches. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.